Bonjour à tous. Donc, je vais vous faire un point aujourd'hui sur les différents syndromes et génodermatoses prédisposant aux tumeurs cutanées. Pour des raisons de temps, j'ai été obligée de faire des choix. Donc, nous allons démarrer par les syndromes prédisposant au mélanome. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le mélanome survient dans environ 10% des cas dans un contexte familial et au fil des dernières années, un certain nombre de mutations germinales prédisposant au mélanome ont pu être mises en évidence. Donc ici, je vous ai fait figurer en rouge les mutations germinales prédisposant à un risque élevé de mélanome, CDKN2A, CDK4 et BAP1. Je vais revenir plus particulièrement sur BAP1, mais pour ce qui est des deux autres, CDKN2A et CDK4, je vous dirais qu'elles représentent à L2 environ 45% des mutations germinales retrouvées, et CDKN2A est la plus fréquente et elle augmente le risque de développer un mélanome d'un facteur 65. Alors, vous avez en vert, sinon, figurant les mutations qui prédisposent à un risque plus intermédiaire de développer un mélanome, et en particulier quatre types de gènes qui peuvent être impliqués, le promoteur de TERT, les gènes POT1, ACD et TERF2IP, qui globalement sont tous les quatre impliqués dans la maintenance des télomères. Et puis, une étude française qui a été faite avec une collaboration nationale a pu mettre également en évidence qu'une mutation particulière du gène MITF pouvait prédisposer au mélanome avec un risque d'un facteur 3 à 5 environ d'augmentation de risque. Mais ce risque peut être largement plus important dans les familles dans lesquelles il existe un cancer du pancréas ou encore un cancer du rein. Alors, excusez-moi, j'ai un petit problème pour faire passer la diapositive. Donc, ce qu'il faut savoir par ailleurs, c'est que ces mutations germinales qui prédisposent au mélanome prédisposent également à d'autres cancers. CDKN2A prédispose en ce qui concerne certaines familles également au cancer du pancréas. Et il y a eu des recommandations INCA récentes qui mettent clairement, qui posent des guidelines précises pour la surveillance par IRM pancréatique et écho-endoscopie au niveau pancréatique pour les patients. En ce qui concerne les gènes impliqués dans la maintenance des télomères, TERT, POT1, ACD, TERF2IP, il faut savoir qu'il y a également survenu d'autres cancers dans le contexte de ces mutations germinales, notamment des cancers du sein, des cancers de l'ovaire, des cancers du rein, du poumon, du système nerveux central, et puis différents types d'hémopathie maligne, et plus encore des cancers des voies urinaires, de la prostate, de la thyroïde et l'ésophage, plus particulièrement pour les mutations ACD et TERF2IP. Et enfin, comme je vous le disais, pour le gène MITF, outre le cancer du rein, ont été rapportés également la survenue de cancer du pancréas, du sein et de lympho. Alors, je voulais vous dire un petit mot plus précis du syndrome de prédisposition aux tumeurs BAP1. Donc, il s'agit d'un gène suppresseur de tumeurs qui est le code pour la protéine BRCA1 associée à BRCA1 et qui a une activité de désubiquitination dans la cellule et qui, par ce biais, peut induire une apoptose. Mais en réalité, BAP1 interagit avec tout un tas d'autres effecteurs au niveau cytoplasmique et dans la cellule et est impliqué dans la régulation de l'inflammation et de la réponse immune, au niveau de la chromatine dans différents types de régulation et modification, et elle intervient au niveau du contrôle du cycle cellulaire et de la prolifération cellulaire. Donc, les mutations germinales de BAP1 vont exposer les patients à un risque augmenté d'un facteur 17 de développer au moins un cancer. Et en général, ce cancer survient à un âge plus précoce que les cancers du même type qui surviennent de façon sporadique. Ainsi, 85% des patients vont développer un cancer avant l'âge de 50 ans. Et parmi ces cancers, il y a une triade qui sont les mélanomes, le mésothéliome et le cancer du rein.
avec 28% de mélanome uvéo qui surviennent chez ces patients, 18% de mélanome cutané, en général quasiment 20 ans avant l'âge classique de survenue d'un mélanome. 22% de ces patients vont également développer un mésothéliome, quasiment 30 ans avant l'âge de survenue classique des mésothéliomes au niveau sporadique, et 9% des patients vont développer un cancer du rein habituellement 10 ans plus tôt, et par ailleurs ce cancer du rein est souvent de phénotype assez agressif. Enfin, d'autres types de cancers ont également été décrits au cours de ces syndromes, notamment des carcinomes basocellulaires et épidermoïdes cutanés, des cancers de la thyroïde, du pancréas, du sein, des ovaires, des atteintes au niveau du tube digestif, du poumon et des atteintes également du système nerveux central. Alors, ce qu'il est intéressant et je pense important de savoir, c'est que ces patients développent dans à peu près 3/4 des cas des tumeurs mélanocytaires intradermiques atypiques qui, en histologie, on peut mettre en évidence qu'elles sont inactivées BAP1. Et ce sont, comme vous voyez sur les photographies, des lésions plutôt érythémateuses, maculeuses ou papuleuses qui peuvent être jusqu'à pédiculées et qui vont apparaître dans les premières décennies, en moyenne autour de l'âge de 30 ans. Et comme elles surviennent à peu près 15 à 20 ans avant les cancers, ça peut être une façon de dépister précocement ces patients. Donc la surveillance préconisée est dermatologique et évidemment biannuelle, ophtalmologique annuelle en raison du risque de mélanome uvéal, et puis des scanners totocorporels, enfin scanners thoraco-abdominopelviens, échographie ou IRM rénale sont également nécessaires de façon annuelle en raison des risques de mésothéliome notamment et de cancer du rein. Alors, dans les nouveautés, il faut savoir que ces mélanomes ont une charge mutationnelle tumorale importante et que donc ils ont une sensibilité particulière aux inhibiteurs de checkpoint immunitaire. Et par ailleurs, il y a un certain nombre d'essais cliniques qui sont en cours avec différentes thérapies ciblées comme les inhibiteurs d'histone désacétylase, dont le vorinostat, des inhibiteurs de ZH2 et des inhibiteurs de PARP comme l'oraparib et le niraparib qui sont en cours d'évaluation. Enfin, les mélanomes familiaux peuvent également survenir dans des contextes syndromiques et donc on les voit chez les patients atteints de xéroderma pigmentosum, mais également chez les patients qui sont atteints de rétinoblastome héréditaire ou encore de syndrome de Li-Fraumeni ou encore de syndrome de Cowden ou chez des patients qui sont BRCA2 mutés et atteints de cancer héréditaire de sein ovaire. Alors, je vais maintenant vous dire un tout petit mot sur les syndromes prédisposant au carcinome basocellulaire et j'ai choisi de vous parler aujourd'hui du syndrome de Gorlin et du syndrome de Basex du précrystole. Donc, le syndrome de Gorlin est un syndrome à transmission autosomique dominante qui est associé à des mutations germinales de patch 1, 2 ou de SUFU qui ont pour conséquence des activations constitutifs de la voie Sognick-Hedgehog et qui sont donc responsables, comme vous le savez, de carcinomes basocellulaires multiples et récidivants de survenue précoce que l'on retrouve chez 90% des patients. Mais il y a également tout un tas d'autres manifestations, malformations squelettiques, macrocéphalie, un certain nombre d'autres anomalies comme les kystes odontogéniques et donc on utilise un certain nombre de critères majeurs et mineurs pour arriver à ce diagnostic clinique. Alors aujourd'hui, je voulais surtout vous parler de nouveautés en termes de prise en charge. Donc le traitement chirurgical reste évidemment très utile avec une mention particulière pour la chirurgie de Mohs quand il est possible d'avoir accès à ce type de chirurgie. N'oubliez pas que la radiothérapie est complètement contre-indiquée en raison du développement de nouveaux carcinomes basocellulaires sur le champ d'irradiation qui sont souvent plus agressifs que la tumeur initiale. Et puis désormais, on dispose de thérapies ciblées par voie générale qui sont des antagonistes de SMO qui inhibent cette voie Sonic-Hedgehog qui est constitutivement activée, notamment le Vismodegib Erivedge et le Sonidegib Odomzo. Et donc dans les nouveautés, eh bien, sachez qu'il y a également des thérapies ciblées qui ont été testées
par voie topique. La toute première à avoir été testée, c'était le sonidégib en topique, qui mettait en évidence des rémissions cliniques, soit complètes, soit partielles, mais sans guérison histologique. Et puis, plus récemment, le patidégib topique a été évalué dans une étude de phase 2 randomisée en double aveugle sur 18 patients. Et il a été montré qu'on pouvait obtenir jusqu'à 25% de rémission clinique chez ces patients, avec un taux réduit de tumeurs nécessitant des exéreses chirurgicales grâce à l'application 2 fois par jour de ce topique pendant 6 mois. Et donc, sachez qu'il y a une étude de phase 3 qui est actuellement en cours. Le syndrome de Basès-Dupré-Cristol est un syndrome à transmission dominante liée à l'X et il a été montré en 2017 par l'équipe d'Asmasmaï que ce syndrome était lié à des mutations germinales de ACTRT1 avec une vingtaine de familles rapportées. Et outre les carcinomes basocellulaires multiples et récidivants qui surviennent dans plus de la moitié des cas avant l'âge de 20 ans, eh bien, on retrouve certaines autres anomalies qui sont évocatrices, comme chez 85% des patients, une hypotrichose et une atrophie hypodermie folliculaire, notamment du dos des mains, ou encore dans 70% des cas, des grains de myélium multiples. Alors, le syndrome de Ferguson-Smith, c'est un syndrome à transmission autosomique dominante lié à des mutations germinales dans le gène du récepteur de type 1 du TGF-bêta. Et ce syndrome se manifeste cliniquement par des kératoacanthomes multiples et récidivants, habituellement avant l'âge de 50 ans, en zone photo-exposée. Et ces kératoacanthomes, qui histologiquement sont exactement similaires à des carcinomes épidermoïdes cutanés invasifs, vont évoluer vers la régression spontanée en 2 à 3 mois et habituellement ne sont pas métastatiques. Alors, il a été décrit des mutations similaires de TGF-bêta-R1 dans le syndrome de Loestis, qui se caractérise par un hypertellorisme, des anomalies avec des fentes palatines ou encore des luettes bifides, et surtout toute une symptomatologie artérielle avec des anévrismes, des artères tortueuses qui peuvent aboutir à des complications graves à type de dissection. Et seulement 2 cas ont été rapportés dans la littérature de mutation faux-sens de TGF-bêta-R1 chez des patients associant à la fois un phénotype de syndrome de Ferguson-Smith et un syndrome de Loestis. Alors, en ce qui concerne le xéroderma pigmentosum, donc il s'agit d'un syndrome donc, de transmission autosomique récessive lié à diverses mutations dans les gènes de nucléotides excision repair qui prédisposent au carcinome basocellulaire et épidermoïde cutané avant l'âge de 10 ans et qui présente également un risque très, très augmenté de survenue de mélanome. À ceci s'associe un certain nombre d'autres manifestations, en particulier des manifestations au niveau oculaire, qui nécessitent un suivi ophtalmologique en plus du suivi dermatologique, et un certain nombre également de manifestations neurologiques. Mais je voulais vous rappeler que dans certains cas, il y a aussi un surrisque de cancer, comme des cancers de la langue, des hémopathies malignes. Et un papier récent publié dans Nature Communication rapporte une incidence élevée et précoce de leucémie et de sarcome chez des patients XPC, avec un taux 25 fois plus élevé de mutation que dans les leucémies sporadiques. Et par ailleurs, une publication récente dans le JAD met en évidence que la microscopie confocale est une technique non invasive qui peut permettre un suivi intéressant chez ces patients, puisqu'elle peut, dans ce papier, elle permettait de diminuer de 35% le taux d'exérèse chez ces patients XP. Alors, je terminerai en vous parlant de syndromes prédisposant aux tumeurs rénales et tumeurs cutanées bénignes, que sont le syndrome de Birt-Hogg-Dubé d'une part,
Donc, ce syndrome de transmission autosomique dominante est lié à des mutations germinales dans le gène de la fibrofolliculine et il se manifeste au niveau cutané par un certain nombre de tumeurs bénignes à type de papules blanchâtres qui touchent classiquement les joues, le nez, mais qui peuvent également toucher le cou, le haut du tronc, les zones axillaires, qui sont donc des fibrofolliculomes que l'on retrouve chez environ 75% des patients, qui peuvent varier avec des patients qui vont être au sein d'une même famille, soit très touchés et d'autres beaucoup moins, qui surviennent habituellement après l'âge de 30 ans. Et à ces manifestations cutanées qui peuvent aider à suspecter le diagnostic et à mettre en place un dépistage génétique, eh bien, se manifestent deux autres grands types d'atteinte, donc une atteinte pulmonaire d'une part et d'autre part une atteinte rénale. Donc l'atteinte pulmonaire se manifeste chez plus de 80% des patients avec des kystes pulmonaires qui vont dans 25 à 30% des patients être responsables de la survenue de pneumothorax spontané et récidivant dans certains cas. Et puis 20% des patients vont développer également des cancers du rein, plus particulièrement des carcinomes chromophodes ou certaines tumeurs hybrides de carcinome chromophodes et d'oncocytomes. Et je voulais simplement insister sur le fait que ces carcinomes rénaux sont beaucoup moins agressifs que dans les autres syndromes de prédisposition héréditaire. Et donc, le réseau national français Prédire qui prend en charge les patients atteints de prédisposition familiale aux tumeurs du rein, a proposé donc tout récemment d'espacer la surveillance rénale et désormais, au lieu de réaliser ces surveillances de façon annuelle, le réseau Prédire propose qu'elle ne soit réalisée que tous les 3 ans. Enfin, je terminerai en vous disant un petit mot de la leiomyomatose cutanée et utérine familiale, qui est donc une maladie à transmission autosomique dominante liée à des mutations germinales dans le gène de la fumarate hydratase, qui est un gène suppresseur de tumeurs. Et au niveau cutané, cela se manifeste, comme vous voyez là sur la photo d'une de mes patientes, par des tumeurs cutanées bénignes, qui sont des leiomyomes, donc des tumeurs bénignes du muscle arrecteur du poil, qui sont habituellement sensibles au froid et au toucher, qui peuvent même être douloureuses et nécessiter donc des exérèses que l'on retrouve chez environ 75% des patients, avec là encore une hétérogénéité de phénotype au sein des familles, puisque ces leiomyomes peuvent être plus ou moins nombreux et soit isolés, soit, comme vous le voyez ici chez cette patiente, avec des développements en plaques. J'insisterai juste pour vous rappeler que la transformation de ces leiomyomes en leiomyosarcome est un phénomène extrêmement rare, puisqu'il y a seulement 6 cas rapportés dans la littérature. Et sinon, n'oubliez pas qu'à ces tumeurs cutanées bénignes sont associées, là encore, 2 autres types de manifestations qui forment la triade caractéristique. Chez 75 à 100% des patientes, on va retrouver l'existence également de leiomyomes utérins. Et enfin, chez 16% des patients surviennent des cancers du rein, qui sont classiquement des cancers papillaires de type 2 et qui peuvent être des cancers potentiellement extrêmement agressifs. Et donc là, une surveillance par IRM rénale annuelle est absolument nécessaire. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet exposé. S'il y a des questions, envoyez-les par chat et on les fera suivre aux orateurs, hein, si on n'a pas le temps d'y répondre là. Et l'orateur suivant donc, est Pascal Joly, maladie bulleuse auto-immune et Covid-19. Pascal, c'est à toi quand tu veux. Merci. Bien, bonjour à tous. Je vais donc, pour ce qui me concerne, vous montrer les résultats d'une étude que nous avons faite au sein du centre de référence Malibule sur les maladies bulleuses auto-immunes au sein de la filière Fimarade. Et cette étude a cherché donc à répondre à la question de savoir si les patients qui ont une maladie bulleuse auto-immune sont-ils ou non à risque de forme sévère de Covid
puisque vous savez que depuis le début de la pandémie, il y a quand même eu 1,5 million de personnes qui ont été infectées en France, près de 40 000 décès. Et donc, la question se pose de savoir si les patients qui ont une maladie bulleuse auto-immune sont plus à risque ou non que la population générale d'être infectés par le Covid. Est-ce qu'il y a des facteurs favorisants et notamment, on souhaitait regarder si un précédent traitement par le rituximab, qui est un traitement immunosuppresseur, si ça favorisait la survenue de Covid. Et également, nous avons souhaité regarder si les patients ayant une maladie auto-immune qui contractaient le Covid faisaient plus de formes sévères conduisant au décès que la population générale, en mesurant le taux de décès donc par rapport des patients atteints de maladie bulleuse auto-immune infectés par le Covid par rapport à la population générale et également par rapport aux patients ayant une maladie auto-immune non infectés par le Covid. Donc, c'est une étude multicentrique qui a été menée au sein de 49 services de dermatologie, suivant une cohorte d'environ 5000 patients suivis dans les 12 régions administratives françaises. On a essayé d'être le plus exhaustif possible. Donc, parmi ces 5000 patients, nous avons recueilli les cas de Covid, d'une part par déclaration spontanée, en particulier chez les malades suivis en externe, et ça c'est une des faiblesses de l'étude sur laquelle je reviendrai plus tard, et d'autre part à partir de l'informatique pour les patients qui avaient été hospitalisés. Donc, dans la mesure où nous nous sommes basés en partie sur la déclaration spontanée des cas, et en particulier pour les patients âgés qui vivaient en maison de retraite et qui n'ont pas été hospitalisés, la méthodologie que nous avons employée ne permettait de détecter qu'un très fort signal suggérant une forte incidence de la Covid. Alors, dans la mesure où les données dont nous disposons pour la population générale française, qui sont sur le site de Santé publique France, ne concernent que les patients qui ont eu une confirmation par PCR et qui ont été hospitalisés, nous avons dû scinder la population de patients ayant une maladie bulleuse en, d'une part, des cas confirmés par PCR, ensuite des cas probables qui sont des patients qui avaient des symptômes cliniques évocateurs, notamment de la toux, fièvre, anosmie, diarrhée, des problèmes respiratoires, et un scanner thoracique évocateur de Covid, mais qui n'avait pas eu de PCR ou dont la PCR avait été faite une fois était négative. Et enfin, les cas possibles, qui sont des patients qui avaient une clinique parfaitement compatible et un cas contact autour d'eux, parce que beaucoup de patients âgés atteints de pemphigoïde bulleuse et vivant soit chez eux, soit en maison de retraite, appartenaient à cette troisième catégorie. Nous avons d'autre part recensé les patients qui avaient eu du rituximab dans les 9 mois précédant l'épidémie à partir du listing des pharmacies hospitalières. Et nous avons comparé la fréquence de la Covid au sein des patients ayant une maladie bulleuse par rapport à la même fréquence au sein de la population générale, en nous basant sur les statistiques de Santé publique France, dont je vous ai dit qu'elles ne prenaient en compte que les cas hospitalisés et PCR. Donc, nous avons dû faire la même chose au sein de notre population de patients atteints de maladie bulleuse. D'autre part, le calcul consiste à comparer le nombre de cas de Covid observés chez les patients ayant une maladie bulleuse par rapport au nombre de cas de Covid escomptés dans la population générale si celle-ci avait la même répartition en tranches d'âge que la population de maladie bulleuse, puisque la population générale comportant beaucoup d'enfants et étant globalement plus jeune, on ne peut pas comparer directement les deux populations. Donc, il faut faire ce que l'on appelle une standardisation indirecte sur l'âge, qui consiste en gros à calculer le nombre de cas escomptés d'infection par le Covid dans la population générale si celle-ci avait la même répartition en termes de tranche d'âge que la population de patients atteints de maladie bulleuse. Et nous avons comparé également la fréquence de la Covid entre les patients qui avaient reçu du rituximab dans les 9 mois précédant l'épidémie et ceux qui n'en avaient pas reçu.
Pour ce qui concerne la mortalité, nous avons comparé la mortalité des patients ayant une maladie bulleuse et ayant contracté le Covid confirmé par PCR au sein des maladies bulleuses par rapport à la même fréquence dans la population générale. Et d'autre part, la mortalité des patients ayant une maladie bulleuse et ayant contracté le Covid a été comparée à la mortalité attendue des patients ayant une maladie bulleuse et n'ayant pas le Covid, car on connaît cette mortalité à partir des études que nous avons précédemment publiées, et celle-ci est d'environ 38% à un an pour la pemphigoïde bulleuse, 8% pour le pemphigus et 15% pour les pemphigoïdes des muqueuses. Alors les résultats, donc parmi cette cohorte de 5200 patients suivis dans ces 49 centres, nous avons colligé 59 cas de Covid qui se répartissent en la moitié de cas confirmés, 13% de possibles et 37% de probables avec un scanner positif et 37% de possibles qui n'ont eu ni PCR ni scanner. L'âge moyen des patients, vous voyez, était de 72 ans. La moitié des patients ont été hospitalisés et l'autre moitié n'a pas été hospitalisée. Et donc, cette autre moitié, on ne s'en est pas servi pour les calculs d'incidence, de fréquence. Environ 12% des patients ont été hospitalisés en réanimation. Vous voyez ici la répartition des différentes maladies bulleuses au sein des patients infectés par le Covid. Et le premier résultat, c'est que la fréquence de l'infection par le Covid parmi les malades ayant un pemphigus ou une pemphigoïde de muqueuse est proche de celle de la population générale. Vous voyez, les rapports d'incidence sont de 1,0 ou à 1,1, c'est-à-dire que c'est exactement la même chose. La Covid est moins fréquente chez les patients ayant une pemphigoïde bulleuse par rapport à la population générale, ce qui est lié simplement au fait que beaucoup de patients ayant une maladie bulleuse, car ce sont des gens âgés, n'ont pas eu de PCR, n'ont pas été hospitalisés et par conséquent, ils ne sont pas pris dans les calculs et donc on diminue de ce fait artificiellement la fréquence chez ces gens-là, chez ces patients. Lorsque l'on regarde les patients qui ont eu du rituximab, sur les 5200 patients, environ 516, c'est-à-dire 10%, ont eu du rituximab. Mais lorsque l'on regarde les 59 patients qui ont eu le Covid, eh bien, on voit que ce n'est plus 10% qui ont reçu du rituximab, mais 37%, c'est-à-dire un facteur 3. Et logiquement, on calcule un risque relatif d'infection par le Covid de l'ordre de 3 si l'on considère les patients ayant une maladie bulleuse avec un Covid confirmé par PCR et un risque qui va jusqu'à 5 si on considère l'ensemble des patients ayant une maladie bulleuse et dont on pense qu'ils ont eu le Covid. Parmi les 59 patients ayant eu le Covid, nous avons observé 15 décès, ce qui fait 25%. Donc 25% de décès, c'est quand même assez important. Et lorsque l'on s'intéresse à la sous-population de patients dont le Covid a été confirmé par PCR, là, c'est 38% de décès que nous avons observés, ce qui représente un risque relatif de 1,6 par rapport à la population générale. Donc, les patients atteints de maladies bulleuses décèdent plus de la Covid que la population générale, bien entendu, du même âge, parce qu'autrement, ça n'aurait pas de sens. Et lorsque l'on regarde la mortalité des patients qui ont eu lorsque l'on regarde, la mortalité des patients ayant une maladie bulleuse qui ont été infectés par le Covid et qu'on la compare à la mortalité attendue des patients ayant une maladie bulleuse sans le Covid, eh bien, on voit que les patients ayant contracté le Covid ont un risque de décès de presque 6 par rapport aux patients ayant une maladie bulleuse et n'ayant pas le Covid. Donc, le fait pour un patient ayant une maladie bulleuse d'attraper le Covid est un facteur majeur de mortalité. Comme on pouvait s'y attendre, les patients qui sont décédés du Covid étaient en moyenne âgés de 13 ans de plus que ceux qui ont survécu, donc 77 ans pour les patients qui sont décédés de la Covid versus 65 ans pour les patients qui ont survécu, et on retrouve la même chose d'ailleurs dans la population générale. Donc,
Globalement, nous n'avons pas observé de surincidence majeure de l'infection par la Covid chez les patients ayant une maladie bulleuse par rapport à la population générale, mais notre recrutement n'était pas exhaustif et surtout les données de Santé publique France ne concernent qu'une sous-population de malades qui à la fois ont été hospitalisés et dont l'infection a été confirmée par PCR, et ça représente une petite partie de la population. La prise de rituximab est un facteur majeur de Covid chez les patients ayant une maladie bulleuse auto-immune avec un risque relatif qui va de 3 à 5. Ce risque, d'ailleurs lié à la prise de rituximab, avait déjà été suggéré chez les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde. L'infection par le Covid entraîne une surmortalité parmi les patients ayant une maladie bulleuse par rapport à la population générale de l'ordre de 1,6, c'est-à-dire 60% de mortalité en plus, ce qui est quand même très important. Et il y a une surmortalité majeure liée au fait d'attraper le Covid par rapport à la mortalité spontanée attendue des maladies bulleuses auto-immunes n'ayant pas le Covid, avec un risque relatif de 5,9 et l'âge qui est un facteur de risque majeur de mortalité comme dans la population générale. Donc la grosse force de cette étude, c'est d'avoir été menée à l'échelon national par pratiquement l'ensemble des services de dermatologie, au moins universitaires, et beaucoup de services d'hôpitaux généraux. Et ce qui a permis une bonne comparaison par rapport aux chiffres de la Covid dans la population générale. La principale faiblesse, c'est la sous-estimation de l'incidence de certaines maladies, en particulier parmi les patients ayant une maladie de type pemphigoïde bulleuse, parce que beaucoup n'ont pas été hospitalisés, beaucoup ont eu une infection qui n'a pas été confirmée par la PCR. Et donc, au sein du centre de référence, nous avons réfléchi et il nous a semblé prudent d'éviter l'utilisation du rituximab chez les patients les plus à risque de Covid sévère, c'est-à-dire les patients âgés de plus de 65 ans et en particulier ceux ayant des comorbidités. Et donc, en particulier chez les patients atteints de pemphigoïde bulleuse et de pemphigoïde des muqueuses, sauf bien sûr ceux ayant des formes très graves. Et à l'inverse, il nous a semblé que le rapport bénéfice-risque du rituximab restait favorable chez les patients ayant une maladie bulleuse sévère et qui n'avaient pas trop de comorbidité. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Pascal, de cette très belle étude. Là encore, Rebecca me dit qu'il n'y a pas de questions au chat, mais chacun pourra s'adresser à toi directement si au décours il y a des questions. Mais c'est très, très satisfaisant de savoir qu'une étude comme ça a pu se mener aussi rapidement au sein de la filière, mais surtout grâce à ton centre de référence. Hein. Donc, merci beaucoup. On va passer la parole maintenant à Saskia. Bonjour à tous. Donc, je vous présente aujourd'hui quelques actualités de cette année sur les dermatoses bulleuses toxiques et les toxidermies graves. Alors, on commence, et ce sera le plus gros de la présentation, sur le syndrome de Stevens-Johnson et de Lyell. Donc, une grosse revue générale est parue cette année, écrite par l'équipe de Lars French, qui a été publiée dans le JEADV et qui rappelle toutes les données sur cette maladie. Donc, je vous rappelle, pour ceux qui ne la connaissent pas, que c'est une toxidermie grave, la plus grave. Elle est induite par des médicaments dans 85% des cas, donc il existe quelques formes non induites par les médicaments. Il existe une susceptibilité génétique qui est de mécanismes variables et il y a beaucoup de données récentes sur cette susceptibilité génétique. Par exemple, en Asie, on sait maintenant que certains groupes génétiques sont beaucoup plus souvent touchés que d'autres. Elle est caractérisée par des décollements plus ou moins extensifs de la peau et des muqueuses. Les complications de la phase aiguë sont essentiellement infectieuses et pulmonaires, avec une mortalité en phase aiguë qui est de l'ordre de 15%, tout stade de gravité confondu, mais qui peut aller jusqu'à 40% dans les formes les plus graves. Et surtout, c'est une maladie dont on connaît maintenant les séquelles à long terme, qui sont multiples, et les principales sont essentiellement cutanées, oculaires, psychologiques. Alors,
les médicaments qui induisent le syndrome de Stevens-Johnson-Lyell sont connus depuis longtemps. Il s'agit essentiellement des médicaments antiépileptiques, de certains antibiotiques comme le cotrimoxazole, de médicaments contre la goutte comme l'allopurinol ou certains médicaments du VIH comme la névirapine. Néanmoins, on observe depuis quelques années, depuis l'efflorescence des médicaments du cancer, de nouvelles formes de la maladie qui sont parfois de diagnostic un peu difficiles. Donc, il y a plusieurs publications cette année qui décrivent ces formes de la maladie induites par les nouveaux médicaments du cancer, et notamment par des anticorps monoclonaux, qui sont en fait des immunothérapies du cancer, donc ce qu'on appelle les immunothérapies anti-PD1 par exemple, et les thérapies ciblées du mélanome, qui sont des médicaments très efficaces dans le mélanome, mais qui peuvent induire des toxidermies graves, et notamment des syndromes de Stevens-Johnson-Lyell. Certaines autres classes de médicaments, comme ce qu'on appelle les inhibiteurs de tyrosine kinase, peuvent également induire des formes de la maladie qui sont graves, comme chez cette patiente en bas, traitée pour un cancer du poumon. Alors, ce sont des formes qui sont atypiques, avec des délais de survenue très variables. Pour ceux qui connaissent moins bien cette maladie, en général, le Stevens-Johnson-Lyell se manifeste entre 4 et 28 jours après la prise d'un nouveau médicament. Et bien là, on observe des formes qui sont parfois très, très précoces, au bout de 2 à 3 jours, ou parfois des formes très tardives, au contraire, chez des patients qui sont traités depuis plusieurs mois par ces immunothérapies ou ces thérapies ciblées. Donc attention, le raisonnement d'imputabilité médicamenteuse devient un peu différent dans ces cas-là. Alors, il y a eu également il y a eu 2 publications cette année qui ont essayé de revoir l'implication potentielle des vaccins dans la survenue de Stevens-Johnson-Lyell, qui était un sujet qui était encore débattu, bien qu'il y ait déjà eu des publications qui disent que non. Eh bien, ces publications confirment que non, même si dans l'érythème polymorphe, qui est une maladie un peu différente, des cas ont pu être décrits après notamment la vaccination de la variole, mais ça, c'est complètement anecdotique. Donc, il n'y a pas d'induction de Stevens-Johnson-Lyell par les vaccins à l'échelle de la population en tout cas. Alors, une étude qui s'est intéressée à la problématique des Stevens-Johnson-Lyell chez les femmes enceintes, donc une série de 177 femmes a été publiée. 85% étaient des patientes infectées par le VIH qui avaient donc comme médicament inducteur le plus fréquent la névirapine, qui est un médicament qui est connu pour induire des Lyell chez les VIH depuis très longtemps. Cette série insiste sur le bon pronostic materno-fœtal, avec dans cette série plus de 95% de survie. Les patientes ont été traitées de manière symptomatique. Quelques complications fœtales à type de prématurité ont été décrites et les principales complications à long terme chez les mamans étaient des adhérences vaginales. Alors, à l'inverse, chez l'enfant, le Stevens-Johnson-Lyell est décrit, bien sûr. Il s'agit de formes principalement induites par les antibiotiques et les anticonvulsivants, qui a chez l'enfant globalement un bon pronostic, mais une petite série rapportée dans Médecine confirme, comme nous en avons l'expérience au sein du centre de référence et notamment à Necker, de rares formes extrêmement graves avec des atteintes muqueuses très extensives et d'évolution potentiellement fatale. Alors, vous savez que le traitement du Stevens-Johnson-Lyell en phase aiguë est débattu. Plusieurs revues générales de la littérature ont insisté ces dernières années sur l'absence de preuves formelles concernant l'efficacité d'un traitement immunomodulateur de la maladie. Et cette année, une nouvelle revue systématique de la littérature va dans le même sens. Il n'y a pas de traitement immunomodulateur efficace prouvé dans le traitement de la phase aiguë de la maladie, même si certains publient de plus en plus, et je vous en avais parlé l'année dernière, sur les anti-TNF en phase aiguë. Donc, ces médicaments qui, pour certains, seraient encourageants avec une accélération de la cicatrisation cutanée. Mais en fait, les données sont extrêmement hétérogènes. Bien souvent, les malades les plus graves ont été exclus des analyses et donc il est très difficile d'apporter un jugement sur cette classe de médicaments. Donc, retenir qu'à ce jour, il n'y a pas de traitement immunomodulateur prouvé. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire devant un patient qui a un syndrome de Stevens-Johnson?
l'aïeul. Donc, il faut essentiellement insister sur deux choses. Premièrement, adresser le patient en centre spécialisé. Dans notre équipe, une étude a été publiée, une étude épidémiologique qui a montré que les patients qui sont pris en charge dans des centres qui ont l'expérience de la gestion de cette maladie ont finalement un meilleur pronostic que les patients qui sont pris en charge dans des établissements qui n'ont qu'une expérience limitée de cette maladie. C'est toujours pareil, maladie grave, eh bien, un centre habitué à la prise en charge peut mettre en place des moyens que d'autres n'ont pas. Deuxièmement, il est important d'insister sur les soins de support. Pas de médicaments immunomodulateurs efficaces égale insister sur les soins de support qui sont d'importance absolument capitale à la phase aiguë, mais les modalités de ces soins de support sont assez variables selon les centres et selon les services d'accueil. Donc, première étude, une grosse revue qui a été faite sur ces soins de support aux États-Unis et qui établit des recommandations pour la gestion de ces soins de support chez l'adulte. Et nous avons mené une enquête au niveau du centre de référence sur les modalités pratiques de réalisation de ces soins de support en France. Et en fait, on a quand même montré que la façon d'appliquer ces soins de support, les pansements utilisés, le type de chambre dans lequel les patients sont accueillis, le caractère stérile ou non des tenues est assez variable et que dans les centres de brûlés qui, vous savez, accueillent assez souvent les l'aïeul, les patients sont pris en charge exactement comme des brûlés au bloc opératoire avec des tenues stériles, alors que dans les services de dermatologie et de réanimation médicale, eh bien, la façon de pratiquer les soins locaux est assez différente. Et donc, il y a une nécessité dans le futur d'homogénéiser ces soins. Alors, pour les soins locaux de la peau, on a parlé, c'est assez variable, différents types de pansements, mais vous savez ou pas que les yeux sont extrêmement sévèrement atteints chez certains patients en phase aiguë de la maladie. Donc, les soins ophtalmologiques sont vraiment extrêmement importants à développer et à suivre tous les jours de manière optimale pour essayer d'éviter les séquelles, puisqu'on a montré que les séquelles oculaires étaient d'autant plus fréquentes que l'atteinte oculaire était grave en phase aiguë. Et donc, au sein du centre de référence français, nous avons conduit un audit des pratiques de soins ophtalmologiques et nous avons établi des recommandations de réalisation de ces soins en phase aiguë. Donc, nous avons en fait établi une fiche de recueil ophtalmologique en phase aiguë avec 3 stades de gravité et nous insistons sur les soins de support ophtalmologique en phase aiguë avec des collyres sans conservateur, de la pommade à la vitamine A, une ablation mécanique des brides par l'ophtalmologiste et pour certains, à certaines conditions locales, l'utilisation de corticoïdes. Par ailleurs, dans les situations les plus graves, on peut discuter la réalisation de greffes de membrane amniotique en phase aiguë ou un équivalent qui est en fait l'application d'un petit dispositif non chirurgical de membrane amniotique. Je n'insisterai pas sur les aspects techniques de ce petit anneau. Et donc, plusieurs études ont été publiées sur le sujet cette année qui insistent sur le fait que c'est une option donc, pour les patients graves qui permettrait de réduire le risque à terme de baisse grave de l'acuité visuelle dans le cadre des séquelles de cette maladie, mais qui n'empêche pas une complication fréquente à terme qui est la sécheresse oculaire. Alors, on s'est aussi posé la question de la cyclosporine locale ou générale pour les soins de ces patients. En tout cas, pour la cyclosporine par voie générale, il n'y a pas d'impact sur l'état oculaire. Ça n'améliore pas le pronostic visuel à long terme. Alors, les séquelles de la maladie sont fréquentes, je vous l'ai dit. Donc, plusieurs articles ont été publiés cette année sur le sujet. Et donc, nous avons conduit plusieurs études au sein du centre de référence sur ces séquelles pour montrer qu'elles altèrent de manière significative la qualité de vie, notamment quand les patients sont passés en réanimation à la phase aiguë. On a pu montrer qu'il y avait une altération significative de la qualité de vie à long terme, qui était similaire pour les patients de réanimation aux séquelles qu'ils peuvent avoir quand ils ont eu des chocs septiques, par exemple. Les séquelles sont extrêmement fréquentes et quand on interroge les patients, 80% d'entre eux
déclarent avoir des séquelles cutanées, 70% des séquelles oculaires, 60% des séquelles psychologiques. Alors, il y avait une séquelle qui était mal décrite et qu'on a étudiée de manière plus détaillée cette année avec le professeur Jean-Pascal Lefaucheur, qui est neurologue spécialisé dans la douleur à Mont-d'Or. Et on a conduit une étude pour essayer de mieux caractériser les douleurs chroniques dont les patients se plaignent. Et on a pu montrer que ces douleurs sont d'origine multifactorielle. Pour certains patients, elles correspondent à une altération des petites fibres nerveuses, mais pas pour tous. Et on pense que chez certains patients, ces douleurs sont liées à une repousse anormale des fibres nerveuses au stade d'épidermisation. En tout cas, ces séquelles nécessitent un suivi multidisciplinaire prolongé en centre expert, avec un suivi qui doit durer au moins 1 an, et pour certains patients, qui doit être beaucoup plus prolongé et qui doit également utiliser les centres les plus compétents, notamment pour les séquelles oculaires. Alors, il y a un diagnostic différentiel dont on parle assez peu, mais qui est important à connaître et qui est parfois confondu du coup avec le syndrome de Stevens-Johnson-Lyell. C'est une maladie qui s'appelle l'érythème pigmenté fixe bulleux généralisé. Alors, c'est une maladie qui est relativement rare, qui en fait présente comme caractéristique que les zones de peau décollée sont très bien limitées, comme vous voyez sur ces photos, qu'elle survient chez des patients souvent âgés, voire très âgés, qu'il n'y a pas de lésions muqueuses et que cette maladie peut être déclenchée par des médicaments qui sont parfois surprenants, comme le paracétamol par exemple. Alors, il y a peu de séries dans la littérature qui ont décrit cette maladie très particulière, notamment du sujet âgé. Donc, est sous presse par notre équipe une série d'une 60aine de patients pour en décrire les aspects cliniques, histologiques et pour le pronostic, puisqu'on sait que c'est une maladie qui expose à des complications infectieuses, voire à une mortalité non négligeable, car elle touche des patients âgés qui peuvent avoir des surfaces décollées importantes et que finalement le pronostic, il est lié aux complications de la peau décollée, exactement comme dans le syndrome de Stevens-Johnson-Lyell. Alors, pour terminer sur sur les toxidermies graves, je dirais quelques mots du DRESS. Donc, le DRESS, c'est le syndrome d'hypersensibilité médicamenteuse. C'est une autre toxidermie grave, très différente du syndrome de Stevens-Johnson-Lyell pour ceux qui la connaissent moins. Cette toxidermie, elle est caractérisée par une atteinte cutanée et une atteinte d'organes, essentiellement hépatique, rénale, et elle est caractérisée par des réplications virales concomitantes assez curieuses pour lesquelles on ne sait pas exactement si elles sont causales ou consécutives à la toxidermie. Et le traitement de première intention repose sur la corticothérapie locale ou générale avec des pratiques d'utilisation des corticoïdes qui sont assez diverses selon les équipes. Ont été publiées cette année des recommandations espagnoles pour le diagnostic, le traitement et l'exploration allergologique des DRESS. Donc, cette revue, une longue revue de la littérature et qui a établi des recommandations chez un panel d'experts importants, permet donc de se référer à des guidelines pour le diagnostic et le traitement. Ces guidelines confirment l'intérêt des corticoïdes locaux pour les formes peu graves, mais la nécessité de recourir aux corticoïdes systémiques pour les formes graves. C'est une équipe en Espagne qui a une grosse expérience également des tests allergologiques et qui consacre une grosse partie de cette publication à la pratique de l'enquête allergologique, qui doit reposer sur l'utilisation de tests larges, avec l'utilisation de patch tests, de prick tests, d'intradermoréactions, et qui confirme ce que des équipes françaises avaient déjà publié, c'est que la réintroduction des médicaments qui sont essentiels pour le patient et dont les tests sont négatifs est possible. Alors, à ce propos, donc, une équipe française de Tenon a publié des formes atypiques de la maladie qui sont caractérisées par un délai de survenue court. En effet, normalement, le DRESS survient 2 à 8 semaines
après le début de la prise du médicament. Eh bien, dans cette étude, les auteurs rappellent que la survenue d'un DRESS à délai court est possible, parfois de quelques jours. C'est vrai avec les antibiotiques et les produits de contraste iodés qui peuvent donc donner des DRESS parfois graves. Donc, c'est très important à connaître pour l'imputabilité médicamenteuse, pour ne pas méconnaître la responsabilité potentielle d'un médicament qui aurait eu un délai de survenue très court, donc inhabituel pour ce diagnostic. Enfin, l'intérêt des tests allergologiques, c'est très important donc, chez les patients qui ont des DRESS avec des médicaments multiples imputables. Et je citerai cette étude que nous avons réalisée dans notre service sur l'exploration allergologique des des toxidermies graves induites par les produits de contraste iodés. Donc, ça fait longtemps qu'on sait que les produits de contraste iodés peuvent induire des toxidermies, mais parfois des toxidermies graves, comme des DRESS, avec un délai de survenue de 1 jour et demi ou 2 jours après l'injection du produit de contraste. Une autre toxidermie grave aussi qu'on appelle la PEAG. Et en fait, le problème, c'est que pour les utilisations ultérieures des produits de contraste, pour les scanners ultérieurs, il faut arriver à dire au patient ce qu'il pourra avoir ou ne pas avoir. Donc, il faut faire des tests allergologiques extrêmement larges, puisque plusieurs produits de contraste peuvent croiser entre eux pour donner des allergies. Et ça n'est que l'exploration allergologique qui va pouvoir donner au patient la liste des molécules qu'il pourra réutiliser dans l'avenir. Donc, c'est un exemple, bien sûr, mais un exemple qui confirme que dans ces toxidermies, l'exploration allergologique doit être la plus large possible afin, premièrement, d'établir le médicament causal lorsque plusieurs sont impliqués et, deuxièmement, de conseiller le patient dans les alternatives pour ces prises médicamenteuses ultérieures. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Saskia. Même remarque, des questions peuvent être adressées par chat ou directement par mail. On va continuer le programme. Merci de cette belle revue très complète. Le prochain orateur est Pierre Vabre. Pierre, tu es là? Je suis là. Super. Actualité sur les mosaïcismes cutanés. Je te laisse la parole, Pierre. Merci donc aux organisateurs et aux participants de cette journée de me permettre de présenter ces actualités sur le mosaïcisme, qui est un domaine, un paysage assez confus, il faut bien le reconnaître. Attendez, parce que j'ai un problème de... Voilà. Un paysage assez confus, on a du mal à discerner parfois les maladies entre elles. On les reconnaît comme dermatologues parce qu'elles ont des bandes sur la peau de temps en temps, pas toujours, et il peut paraître étonnant de classifier ces maladies en fonction de leur pathogénie plutôt que par leur sémiologie, et pourtant on va voir que c'est quelque chose qui est pertinent et qui permet de comprendre beaucoup de maladies et même de trouver des pistes thérapeutiques. Ces maladies sont dues à des mutations somatiques, comme dans les cancers, sauf qu'elles surviennent précocement au cours du développement de l'embryon. On les appelle des mutations post-zygotiques. Et on s'est intéressé dans notre cohorte, qui a démarré il y a une dizaine d'années, initialement aux patients qui étaient atteints de ces bandes blanches sur la peau ou ces bandes plus pigmentées qu'on appelle l'hypomélanose d'Ito. Et nous avons constitué une cohorte qu'on a appelée MUSTARD pour Mosaic Undiagnosed Skin Traits. Undiagnosed, ça montre qu'on s'est intéressé à trouver des diagnostics à des patients sans diagnostic, et on a vraiment bénéficié de la coopération des nombreux centres de la filière FIMARAD, mais également des autres filières, en particulier Andirare, pour arriver à constituer une cohorte utile pour l'analyse génétique. Nous avons ainsi pu caractériser des maladies totalement inconnues jusqu'à présent, et vous voyez ici l'exemple de 2 patients qui nous avaient été adressés avec ces bandes blanches sur la peau, mais pas que. Et grâce à l'analyse génétique, et en particulier le séquençage d'exomes, nous avons pu caractériser le gène impliqué. Ça nous a valu d'ailleurs les honneurs de la grande presse, puisque Le Monde a même publié un article
sur nos travaux, cette découverte d'une nouvelle maladie génétique, que nous avons pu faire grâce à cette collaboration. Nous avons identifié les mutations dans un gène qui s'appelle ROA, et vous pouvez voir ici les conséquences au niveau du cytosquelette de la mutation ROA que nous avons mise en évidence chez ces patients à l'état de mosaïque, c'est-à-dire qu'elle ne touche pas toutes les cellules, elle ne touche qu'une partie des cellules. Et nous avons non seulement identifié la cause, mais également pu décrire plus précisément le spectre clinique de cette affection, avec non seulement une atteinte de la peau, mais une atteinte également des dents, des extrémités, une atteinte cérébrale asymptomatique et une atteinte oculaire. Et nous avons régulièrement, de par le monde entier, des demandes qui nous sont faites, puisque finalement cette maladie qui était inconnue jusqu'à l'année dernière, est maintenant reconnue de part et d'autre dans le monde, et nous allons, grâce à ça, mieux connaître cette affection. Ces bandes blanches sur la peau, on s'est également intéressé donc à pas mal d'autres patients. Là, vous en voyez un autre aspect de ces bandes blanches sur la peau, de cette hypomélanose d'Ito. Et ce groupe de patients, nous en avons pris une trentaine et on les a passés au séquençage d'exome. Alors, ça nous a permis d'identifier ces mutations ROA, mais aussi des mutations dans un gène qui s'appelle mTOR. Alors, ce gène mTOR, il est assez intéressant parce qu'on dispose de médicaments qui inhibent mTOR, on les utilise comme immunosuppresseurs ou comme antitumoraux. Donc nous avons, en fonction du phénotype du premier patient identifié, avec un problème d'épilepsie et de déficit intellectuel, nous avons étudié une quarantaine de patients supplémentaires qui avaient ces manifestations, et parmi eux, nous avons quand même trouvé un tiers qui était porteur de ces mutations, toujours en mosaïque, généralement absente du sang, mais présente dans la peau, à des taux variables dans la peau, ce qui reflète le phénomène de mosaïcisme. Nous nous sommes donc attachés à étudier plus précisément leurs caractéristiques cliniques. Nous avons pu montrer tout d'abord qu'au niveau cellulaire, dans les fibroblastes, on montrait qu'il y avait une augmentation de la phosphorylation de AKT, qui est le témoin de l'activation de cette voie de signalisation. D'autre part, des caractéristiques cliniques comme une hémihypertrophie ou des anomalies faciales. Nous avons étudié l'IRM cérébral, puisque ces patients présentaient souvent une macrocranie, et 80% d'entre eux sont porteurs d'une mégalencéphalie ou une mégalencephalie. Enfin, nous avons caractérisé plus précisément l'atteinte cutanée, le trouble de la pigmentation. Nous avons pu trouver chez ces patients une diminution du nombre de mélanocytes dans l'épiderme, dans la peau blanche, qui sont les cellules donc, qui produisent la mélanine, le pigment de la peau, et également une diminution en microscopie électronique du nombre de mélanosomes à l'intérieur des kératinocytes. Et ceci, c'est la même chose que ce qu'on voit dans une autre affection qui s'appelle la sclérose tubéreuse, qui se caractérise aussi par des taches blanches sur la peau. Et ce n'est pas très étonnant, car la sclérose tubéreuse est une maladie très voisine, puisque dans cette affection, c'est l'inhibiteur naturel, qui s'appelle TSC1 ou TSC2, de la protéine mTOR qui est muté. Donc, on a à peu près finalement des manifestations voisines dans ces deux affections. Et donc, cette nouvelle affection, celle-ci en mosaïque. Elle existe rarement à l'état non mosaïque, mais probablement que les mutations qu'on trouve à l'état mosaïque sont trop sévères pour permettre la survie embryonnaire. Donc, cette protéine mTOR, comme je vous ai expliqué, est une protéine importante sur un plan thérapeutique. Vous voyez qu'elle signalise dans une voie extrêmement importante au niveau cellulaire, qui est la voie PI3 kinase AKT-mTOR, et on dispose donc d'inhibiteurs spécifiques. Et les patients que nous avons suivis, certains d'entre eux ont fait l'objet de traitements compassionnels avec des inhibiteurs de mTOR, malheureusement sans succès. On a publié récemment une observation chez la première patiente qui avait été étudiée. Il est probable qu'on ait traité cette patiente un peu trop tard au cours de la vie. Peut-être qu'un traitement précoce pourrait améliorer les choses, mais il est encore trop tôt pour le savoir. Néanmoins, cette voie thérapeutique est intéressante également pour d'autres affections liées à des mutations de la voie PI3K AKT-mTOR, et en particulier les affections qui sont dues à des mutations du gène PIK3CA qui code la sous-unité alpha de la PI3 kinase. Et ça donne quoi? Ça donne des affections qui sont regroupées à l'heure actuelle sous le nom de spectre PROS,
qui englobe le syndrome de Klippel-Trenaunay, que vous pouvez voir ici, le syndrome CLOVE, qui consiste parfois en des hypertrophies de membres et une atteinte à type d'angiome, une atteinte vasculaire de la peau. Cette affection donc est due à des mutations de PIK3CA. PIK3CA, il existe à l'heure actuelle des inhibiteurs spécifiques qui sont développés par l'industrie pour le traitement des cancers, et en particulier l'alpélisible, commercialisé pas encore en France sous le nom de Piqray, qui a été développé pour le cancer du sein. Et ces traitements ont donc eux aussi été essayés, que ce soit les inhibiteurs de mTOR ou les inhibiteurs de la PI3 kinase, dans le traitement de ces patients. Il est important de garder à l'esprit que lorsqu'on utilise des traitements pour le cancer, pour traiter ces affections génétiques congénitales, on ne les évalue pas de la même manière. En effet, lorsque on évalue le traitement d'un cancer, on va surveiller la survie globale, la survie sans récidive, alors que chez nos patients, on va avoir des endpoints, des critères d'évaluation qui sont extrêmement divers. Ça peut être tout simplement la qualité de vie, ça peut être les douleurs, ça peut être l'étendue des malformations vasculaires. On peut avoir énormément de choses différentes. Ce sont surtout des enfants, sur le plan génétique, ils sont porteurs d'une seule mutation, alors que les cancers en ont beaucoup. Et surtout, il faut les suivre pendant très longtemps. Le traitement d'un cancer, on l'évalue sur quelques semaines, quelques mois. Pour nous, je pense que les essais cliniques sont difficiles, car il faut évaluer tout d'abord des enfants en croissance et d'autre part sur de différentes années, et on ne sait pas à l'heure actuelle combien de temps il faut conserver ces traitements. Ce ne sont pas des traitements curatifs, mais uniquement suspensifs. Il est probable également que les doses à utiliser ne sont pas les mêmes. On a besoin de savoir ce qu'on fait, c'est-à-dire que jusqu'à présent, comme on l'a dit ce matin, on utilise au cas par cas des traitements, et l'idéal, c'est de pouvoir améliorer le niveau de preuve de l'efficacité et de la tolérance de ces traitements, en pouvant idéalement disposer d'essais randomisés contrôlés, ce qui est difficile mais pas infaisable, y compris dans les maladies rares. Et c'est la raison pour laquelle à Dijon, on a développé une plateforme d'essais thérapeutiques pour le repositionnement de ces médicaments dans les maladies rares. Ça s'appelle TransLAD-TRIT, TransLAD étant la fédération hospitalo-universitaire consacrée aux maladies du développement, à la recherche translationnelle en maladies du développement. Et donc, dans le cadre de cette plateforme, nous avons mis en place un essai qui s'appelait TOTEM pour étudier une molécule inhibitrice de la PI3 kinase qui s'appelait le tazelisib. Cette étude a débuté en 2017 et nous avons donc utilisé une molécule qui était à l'état d'expérimentation dans les cancers pour traiter des patients adultes, puisque nous n'avions pas eu l'autorisation initialement de traiter des enfants, en augmentant progressivement les doses pour étudier comme objectif principal la tolérance de ce traitement, la sécurité à 6 mois. Vous voyez que 6 mois, c'est long, mais ça fait quand même relativement bref pour ces affections. Nous avions prévu d'inclure 30 patients et nous avons pu finalement n'en inclure que 17. Pourquoi ? La cohorte initialement, ça s'est plutôt bien passé. Les patients ont eu 6 mois de traitement et en étaient satisfaits. Mais malheureusement, lorsqu'on a augmenté les doses à 2 mg par jour, on s'est rendu compte qu'on a eu, hélas, 2 effets indésirables graves inattendus. Ça a abouti à l'interruption de l'essai, puisque ça fait partie des clauses qui menaient à l'interruption de l'essai. On a eu quand même quelques résultats intéressants avec ce traitement, et pour les patients qui ont dû sortir de l'essai, nous les avons traités par l'autre molécule inhibitrice qui s'appelle l'alpélisibe. Vous avez ici l'exemple d'une patiente qui avait une grosse malformation vasculaire pelvienne et qui perdait énormément de sang avec des rectoragies quotidiennes. Cette patiente avait une anémie chronique entre 7 et 8 grammes et avait besoin de transfusion tous les mois. À partir du moment où elle était traitée, en 2 mois, elle a récupéré une hémoglobine normale à 14-15 grammes. Ça s'est maintenu pendant toute la durée du traitement pour redescendre une fois qu'on a arrêté la molécule.
Lorsqu'on a repris non pas le tazélizib, mais l'alpélizib, eh bien, on a vu remonter à nouveau l'hémoglobine et les hémorragies se tarir. Alors, cette patiente est depuis, je dirais, de façon un peu intermittente sous ce traitement et on ne la guérit pas, mais on permet, lorsqu'elle prend le traitement, d'éviter ces saignements. Donc, il y a quand même un bénéfice, alors que jusqu'à présent, nous n'avions strictement aucun traitement efficace à lui proposer. Deux autres patients, alors un jeune homme avec une hypertrophie du membre inférieur, vous voyez qu'initialement, on a une bonne décroissance du volume de la jambe en mesurant les circonférences. Malheureusement, au bout de... il y a une sorte, je dirais, de stagnation, c'est-à-dire que chez l'adulte, malheureusement, il y a quelque chose qui est constitué, on n'arrive pas à réduire aussi bien qu'on le souhaiterait l'hypertrophie. Et enfin, on a des échecs. Vous voyez cette petite fille de 3 ans qui, ici, après un an de traitement, n'avait pas eu d'amélioration, enfin 6 mois de traitement ici, mais c'est la même chose depuis, n'avait pas eu d'amélioration. On peut toujours dire qu'on a empêché la malformation lymphatique d'augmenter. Néanmoins, je pense que c'était relativement décevant le résultat pour cette patiente. Venons-en maintenant à une autre catégorie de maladies en mosaïque. Alors, vous voyez, dans ces voies de signalisation cellulaire, on passe de la voie PI3K, KTM-TOR à la voie RAS-MAP kinase, et puis à une voie de signalisation qui est celle des protéines G hétérotrimériques couplées aux récepteurs membranaires A7 domaines. Alors, ces protéines G sont intéressantes, il en existe d'autres, des protéines G qui sont vraiment des régulateurs essentiels du cycle cellulaire. On n'a pas de thérapeutique ciblée à l'heure actuelle pour les protéines G hétérotrimériques. On peut agir théoriquement en aval de ces protéines G sur la voie RAS-MAP kinase au niveau de MEC, puisqu'on dispose d'inhibiteurs qui sont utilisés pour le traitement du mélanome. Alors, ces patients porteurs de mutation des protéines G, ils ont été identifiés dans le syndrome de Sturge-Weber. Et puis, plus récemment, il y a quelques années, on l'a identifié avec nos collègues britanniques dans une autre affection voisine qui s'appelle la phacomatose pigmentovasculaire, une composante pigmentaire. Mais en réalité, ces deux protéines, GNA11 et GNAQ, c'est un peu bonnet blanc et blanc bonnet. Elles sont toutes les deux impliquées dans ces angiomes plans qui constituent donc une autre catégorie de maladies en mosaïque. Et on s'est intéressé à plus précisément caractériser le phénotype clinique de ces patients en regardant chez ceux qui étaient porteurs de mutation GNAQ et chez ceux qui étaient porteurs de mutation GNA11, quelles étaient leurs caractéristiques cliniques. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que les caractéristiques des angiomes ne sont pas tout à fait pareilles. Lorsqu'on est porteur de mutation GNAQ, les angiomes sont beaucoup plus rouge vif, alors que lorsqu'on est porteur de mutation GNA11, les angiomes sont plus pâles, sont parfois réticulés, à type de cutis marmorata, ou alors on a des névus pâles, ce qu'on appelle des névus anémiques, où il y a une vasoconstriction permanente, et ça, c'est assez caractéristique de ces mutations de GNA11. Donc, il y a une différence quand même de spectre clinique en fonction de la protéine qui est mutée. De même, les atteintes extracutanées ou les atteintes, on a pu trouver une plus grande fréquence de dilatation variqueuse avec les mutations GNAQ et d'hypertrophie segmentaire. L'hypertrophie segmentaire qui est présente dans le syndrome CLOVE avec les mutations PIK3CA est également présente dans les mutations GNAQ. Hein, ça représente un spectre clinique qu'on appelle parfois le syndrome de Klippel-Trenaunay. Et ça, à nouveau, c'est plutôt GNAQ que GNA11. Au contraire, lorsqu'on a GNA11, on a plutôt une hypotrophie. On n'a pas encore d'explication réellement mécanique à ce phénomène-là, mais c'est quelque chose qu'on a pu constater. En ce qui concerne l'association avec d'autres manifestations au niveau des angiomes plans faciaux, pas de différence pour les anomalies à l'IRM, plus de macrocéphalie avec GNAQ et pas beaucoup de différence ni en termes d'épilepsie ni en termes de glaucome, qui sont les autres associations classiques du syndrome de Sturge-Weber.
Troubles pigmentaires, peut-être plus fréquents avec GNAQ qu'avec GNA11. Mais vu notre faible échantillon, c'est dur d'être tout à fait formel. Donc voilà une brève, je dirais un bref panorama de quelques nouveautés dans le domaine des maladies en mosaïque. Certainement beaucoup de connaissances encore à acquérir dans ce domaine, mais nous avons les moyens d'y voir un peu plus clair dans ces tableaux complexes où on avait du mal à démêler les différentes affections et puis surtout trouver des issues thérapeutiques. Et donc, je souhaiterais, pour conclure, remercier l'ensemble de l'équipe du Centre de référence MAGEC de Dijon, centre constitutif du Centre MAGEC, et l'ensemble des collaborateurs nationaux et internationaux à ces travaux de recherche. Eh bien, chers amis, c'est encore un plaisir, comme l'année dernière, d'essayer de vous faire profiter des actualités sur les neurofibromatoses. Donc, je remercie ceux qui m'ont sélectionné pour ce topo. Alors, on peut faire des miracles avec un petit logiciel et je vais essayer de faire à nouveau un voyage dans le temps avec un passé, du présent et du futur dans les neurofibromatoses. Je crois qu'on a pas mal avancé vers le futur en un an. Alors, on va commencer par le passé, donc la maladie de von Recklinghausen, et je vais effectivement assez me focaliser sur la neurofibromatose de type 1 qui conserve le nom de son découvreur, donc von Recklinghausen. Alors, le passé, ça a été pour nous une recherche nosologique. On a séparé les différentes neurofibromatoses. Le présent, ça a été les phénotypes, génotypes, un peu comme l'a décrit Pierre Vabre et Sarah Guégan. Les gènes modificateurs, et puis aujourd'hui, clairement, comme dans les autres génodermatoses, on s'achemine vers les thérapeutiques et notamment dans les thérapeutiques ciblées pour la neurofibromatose 1. Donc 1882, un petit voyage dans le passé. En 1937, les nodules de Lisch sont publiés dans le New England Journal of Medicine. Le signe de Crohn en 1964, j'ai croisé Crohn récemment, qui était originaire de Salt Lake City. Et puis en 1988, la séparation de deux maladies à l'intérieur du grand sac des neurofibromatoses de type 1 et neurofibromatose de type 2. Et nous nous intéresserons aujourd'hui, car nous sommes dermatologues, à la neurofibromatose de type 1. Un petit rappel, comme j'aime à le faire, des critères diagnostiques. Et puis les critères osseux, et nous allons passer. 1990, donc on avance également en génétique. C'est la génétique moléculaire qui va nous permettre d'identifier le gène NF1 et la protéine qu'il code, donc qui est la neurofibromine. 1995, identification du phénotype à risque qui va nous permettre de cibler les patients pour lesquels nous avons besoin d'avoir une attention particulière, puisque ce sont ceux qui ont un taux de transformation maligne de leur neurofibrome en tumeur maligne des gaines nerveuses. Et c'est un phénotype sur lequel je suis très attentif aujourd'hui et qui va cibler mon suivi. Et c'est une diapositive que je montre systématiquement dans tous les topos aux experts, aux non-experts, pour différencier ce que nous, dermatologues, sommes capables de faire, les neurofibromes cutanés des neurofibromes sous-cutanés. Alors, les neurofibromes sous-cutanés sont corrélés aux neurofibromes internes et nous permettent donc d'avoir vraiment un critère clinique de suivi particulier de ces patients. Alors, c'est ajouté à notre suivi, un suivi par TEP-scan ou par TEP-IRM, qui, chez ces patients qui ont des neurofibromes internes, nous permet de biopsier maintenant systématiquement les patients ayant un hypermétabolisme de leur tumeur pour détection précoce d'une éventuelle transformation maligne. Alors, nous ne sommes pas encore au moment où nous aurons des résultats suffisants pour pouvoir démontrer que la mortalité a diminué dans cette population, mais il est clair que depuis quelques années, nous avons un accroissement considérable du diagnostic de neurofibromes dysplasiques
et que nous faisons de moins en moins le diagnostic de neurofibrosarcome, nous avons donc probablement une précocité du diagnostic qui nous laisse espérer que le pronostic va s'améliorer par ce diagnostic précoce. Alors, je vais en arrière, ce qui n'est pas bien. 2013, et je crois que autour de cette réunion de FIMARAD, nous sommes tous d'accord, on finit par décloisonner les maladies par une dénomination qui va plutôt être clairement celle de la rasopathie, c'est-à-dire désigner la maladie par les voies de signalisation altérées. Et puis, nous avons déjà cité, Pierre l'a cité, les inhibiteurs de mTOR dans le traitement. Et en 2013, nous commençons un essai thérapeutique qui va démontrer que malheureusement, les inhibiteurs de mTOR ne sont pas efficaces dans cette pathologie. 2013, c'est également la profusion des essais thérapeutiques dans le domaine des neurofibromatoses. Vous voyez qu'ils sont longs, que d'ailleurs aujourd'hui on en a encore plus. Et puis le défi donc a été un défi qui est un défi de traitement. Alors je vais d'abord être extrêmement pragmatique et vous montrer le coup de tonnerre qui a été le nôtre au moment où en 2016 le selumetinib a été montré comme étant efficace dans le traitement des neurofibromaplexiformes de l'enfant. Vous avez environ 60% des enfants qui ont une réduction de 40% du volume de leur neurofibrome plexiforme. C'était totalement inattendu, en tout cas il y a 30 ans quand j'ai commencé à m'intéresser à la pathologie. Aujourd'hui, on sait rationnellement qu'il y avait évidemment un rationnel qui était un rationnel moléculaire. Et vous voyez sur cette diapositive, une amélioration spectaculaire de ce neurofibrome plexiforme après une dizaine de cycles de selumetinib. Alors, finalement, une des grosses avancées pour moi, et je remercie à ce titre-là la filière, c'est la création de la réunion de concertation pluridisciplinaire FIMARAD, qui va nous aider maintenant à essayer de déterminer quels sont les meilleurs traitements pour nos patients. Donc, dans le passé, le traitement des neurofibromes plexiformes, c'était la chirurgie. Est-ce que nous devons être attentistes et seulement faire un suivi séquentiel? J'ai déjà introduit la notion du suivi d'imagerie par TEP-scan ou par TEP-IRM. Et puis, peut-on aujourd'hui prescrire des inhibiteurs de MEK en compassionnel? Alors, un cas concret, petit cas concret, il s'agit d'une jeune femme de 22 ans qui a une neurofibromatose de type 1. C'est une patiente lyonnaise qui présente un énorme neurofibrome plexiforme vous le voyez, il remonte le foie et c'est une tumeur extrêmement impressionnante d'un point de vue compressif. Et au PET scan, le SUV est important, c'est-à-dire qu'il y a un hypermétabolisme et nous sommes dans une dynamique où nous pensons que potentiellement cette tumeur va se transformer. La fixation conduit à faire des biopsies, le neurofibrome n'est pas transformé et nous sommes dans une dynamique où nous allons voir si nous allons éventuellement lui prescrire des anti-MEK, la patiente ayant été récusée d'un point de vue chirurgical. Alors, nous présentons cette patiente en réunion de concertation pluridisciplinaire FIMARAD. La discussion induit un challenge entre chirurgiens et la patiente qui avait été récusée est finalement opérée et après 4 heures de chirurgie, 2 équipes de neurochirurgiens et un chirurgien colorectal enlèvent ces 2 tumeurs par énucléation sans complications majeures et simplement un contrôle hémorragique. Alors, il ne s'agissait pas d'un sarcome mais d'un neurofibrome avec des légères dysplasies. Et ceci est pour vous montrer le post-opératoire qui est tout à fait satisfaisant avec un foie qui a repris sa place initiale. Donc le bilan de la RCP nationale, qui pour moi est un des grands progrès de la thérapeutique en France, c'est 95 dossiers concernant 80 patients atteints de neurofibromatose. Ces patients, ils ont majoritairement des neurofibromes plexiformes et c'est dans ce contexte qu'on va challenger l'équipe, savoir si la chirurgie peut être proposée, si ce sont des anti-MEK qui doivent être indiqués en compassionnel ou si finalement on se contente d'un suivi.
Donc concrètement, un point qui me semble important, c'est que parmi les 80 dossiers, 80 cas de patients présentés, ils avaient été récusés en local et 20% d'entre eux ont finalement pu être opérés après concertation pluridisciplinaire. Deuxième élément, nous avons pu valider également une indication de MEK inhibiteur dans le contexte de cette réunion de concertation pluridisciplinaire. Les résultats sont moins bons que ceux rapportés dans la littérature et les essais thérapeutiques, mais réduction tumorale objective dans un cas sur 9 et en tout cas une efficacité antalgique qui est plus importante, une tolérance qui est vraiment une tolérance avec des effets secondaires cutanés qui malheureusement vont conduire probablement à une limitation de l'utilisation du traitement. Donc ici sont résumés les effets secondaires et donc nous aurons dans une maladie où les tumeurs sont généralement bénignes, un challenge qui va être la gestion de la diminution des doses et probablement des traitements avec interruption, ce que les anglo-saxons appellent les vacances de traitement. La priorité des patients, elle demeure en 2020 clairement la destruction de leur neurofibrome cutané. Et nous avons donc dans cette dynamique poursuivi bien sûr les traitements par laser dans le centre, mais évidemment, quand on a un traitement des neurofibromes plexiformes qui est efficace, eh bien, la tentation est importante et l'un de nos collègues a utilisé hors AMM les anti-MEK dans cette indication et a démontré d'abord que les effets secondaires étaient présents, mais surtout que l'on pouvait être efficace. Et il y a aujourd'hui un essai thérapeutique qui est mené aux États-Unis et nous ne désespérons pas en 2021 de débuter le nôtre en France. C'est le selumetinib qui a encore la vedette aux États-Unis dans cette indication. Alors, les conditions qui permettent d'étudier les médicaments, c'est évidemment les modèles animaux. Je vous avais présenté cette souris qui a été ingénierée par mon collègue Piotr Topilko, qu'on appelle Topi Mouse, et qui développe donc des neurofibromes cutanés et qui aujourd'hui, on peut le dire, développe également des neurofibromes plexiformes et développe également, dans un tiers des cas, une transformation maligne. Cela devient un excellent modèle et nous avons pu, dans ce modèle, démontrer un effet préventif des inhibiteurs de mTOR, des MEK inhibiteurs, pardon, ce qui permet de penser que nous pourrions éventuellement traiter en préventif les patients avant que n'apparaissent des neurofibromes cutanés. Je poursuis dans les modèles. Les modèles ont été publiés donc dans le petit animal, comme la souris, mais également dans le contexte de l'animal de plus gros volume. Il ne s'agit pas d'un être humain, mais d'un cochon, un mini-pig qui fait quand même 10 kilos. Alors, concrètement, le selumetinib poursuit sa carrière. Un essai de phase 2 a démontré à nouveau l'efficacité chez l'enfant, avec des résultats qui sont similaires à la première étude, mais qui ont été, et vous le voyez, assez spectaculairement reproduits, mais surtout qui ont été comparés à une cohorte historique. Et vous voyez que les neurofibromes plexiformes n'ont pas seulement une indication, une complication simplement esthétique ou mécanique, mais qu'il cause également un taux de mortalité important et que le selumetinib, comparé la population traitée par selumetinib, avait un avenir bien meilleur que celui de la population de référence de l'histoire naturelle, très défavorable que vous voyez sur cette diapositive. Alors, je vais passer assez vite pour vous montrer évidemment un résultat assez spectaculaire et avec évidemment une possibilité qui aurait été chirurgicale dans notre pays si nous avions présenté ce patient américain à Fimarad. Alors, la question qui va se poser, je le redis, c'est quand même la tolérance cutanée de ces traitements au long cours. Le passage de l'adulte à l'enfant, de l'enfant à l'adulte, pardon, va nous conduire aussi à être dans la durée du traitement. Aujourd'hui sont menées des études pour voir si l'efficacité qu'on trouve dans l'enfance se conduira également de la même manière à l'âge adulte. Alors, sur ces deux essais thérapeutiques,
la FDA a donné son approbation pour mettre sur leur marché le médicament pour les enfants de plus de 2 ans. Donc, c'est une grande nouvelle pour les patients aux États-Unis. Et bien évidemment, le selumetinib va poursuivre sa carrière. En Europe, tout d'abord, où AstraZeneca va poser la demande AMM, ce qui a été fait début septembre avec des critiques notamment sur le bras comparatif, mais également dans les autres complications de la neurofibromatose de type 1, comme le gliome des voies optiques. Et également, bien sûr, sur les neurofibromes cutanés et un essai dans les tumeurs malignes, mais en association avec les inhibiteurs de mTOR. Alors, ensuite, nous avons besoin... Oula, il y a un son. Pardon, excusez-moi. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a ma voix derrière en anglais, ce qui n'est pas bon. Alors, comment est-ce qu'on peut enlever mon son? Je ne sais pas. Je vais le faire en direct. Excusez-moi de ce dysfonctionnement. Je vais aller très vite, donc je suis confus. Donc, je ne serai plus en diaporama. Je vais reprendre cet élément donc pour revenir sur ce qui est nécessaire pour obtenir une approbation. Et la prochaine approbation que nous souhaitons avoir, c'est sur les neurofibromes cutanés. Les neurofibromes cutanés vont nécessiter tout d'abord une appréciation par des photos, donc c'est ce que nous allons chercher ici à avoir, par un appareil que nous testons actuellement et qui est un appareil qui va nous donner à la fois le volume des neurofibromes, mais également les compter automatiquement et également permettre une superposition des images sans que le patient ait besoin de se mettre dans la même position. On a testé la superposition et il allie également un spectromètre qui nous permet de différencier par la couleur une éventuelle évolution des neurofibromes. Donc, c'est quelque chose qui est foncièrement une nouveauté. Alors, dernier point, quand on regarde et quand on va essayer de déterminer la demande des patients, les patients sont beaucoup moins exigeants vis-à-vis de nous que nous ne le sommes vis-à-vis des traitements. C'est-à-dire qu'ils veulent un traitement qui fonctionne, mais avec le prix des effets secondaires qui soient extrêmement modestes. Donc, ils sont parfaitement conscients, et ceci sera un sujet pour les inhibiteurs de MEK, que la balance entre le bénéfice et le risque sera peut-être en défaveur du traitement. Donc, nous avons en face de nous des patients extrêmement raisonnables qui, même s'ils souhaitent le traitement, sont des patients qui vont ne pas chercher l'effet secondaire malgré une demande importante. Alors, un dernier point, et j'ai déjà évoqué les patients comme étant des acteurs clairs de ces sondages qui ont été faits auprès d'eux pour savoir quelle était la demande thérapeutique. Alors, un petit peu de publicité pour Compare. Donc, Compare, ce sont des cohortes de patients qui s'inscrivent en ligne sur le site développé par l'assistance publique, et nous avons développé une cohorte Compare dédiée aux neurofibromatoses et qui inclut à la fois les patients sur déclaration ayant une neurofibromatose de type 1, une neurofibromatose de type 2 et des schwannomatoses. Alors l'intérêt, c'est de pouvoir donner des questionnaires qui permettront de trancher un certain nombre de questions. Et la question que nous souhaitons prochainement mettre en jeu, c'est est-ce que l'impact du stress est vrai sur la pousse des neurofibromes, en adressant des questionnaires à 2 groupes de patients qui seront randomisés pour savoir s'ils sont tout d'abord stressés ou au contraire, alors je sais, il y a eu le comble de malchance, ma présentation a sauté, je vais la réouvrir. Alors, je suis confus de ces dysfonctionnements. Voilà.
Donc l'idée, effectivement, c'est d'essayer de résoudre ce point qui est déclaré par les patients de manière assez constante sur le rôle du stress en leur adressant un questionnaire et voir si le stress est corrélé, oui ou non, à la pousse de neurofibrome cutané. Alors, un dernier point qui est un point, moi, qui m'est très cher en termes de possibilités thérapeutiques, qui a déjà été développé dans la sclérose tubéreuse de Bourneville avec des inhibiteurs de mTOR qui peuvent être utilisés en local. Hein, le sirolimus et les vérolimus sont utilisés dans la sclérose tubéreuse de Bourneville en systémique. Eh bien, il est important de savoir que nous pouvons en fabriquer des topiques. Et la question qui s'est posée, c'est de savoir si on pouvait fabriquer également des topiques d'inhibiteurs de MEK. Et il y a une start-up américaine qui s'est lancée dans le sujet. Et nous verrons donc si la possibilité de fabriquer ces topiques est une possibilité qui se concrétise l'année prochaine. Alors, je conclurai sur les années qui ont été un peu mauvaises pour nous après Notre-Dame, la Covid. Et je voulais simplement conclure sur cette déclaration de Bruce Korf qui, en Alabama, avait repris sa cohorte de patients atteints de neurofibromatose de type 1 pour voir s'il y avait un impact sur de la Covid sur la neurofibromatose. Il n'y en a pas, en tout cas, en Alabama. Il déconseille simplement l'exposition, bien sûr, des patients qui sont sous des essais thérapeutiques par inhibiteur de mTOR. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Je suis confus de ces difficultés techniques qui sont probablement de ma faute, mais quand même indépendantes de ma volonté. Merci. Merci beaucoup, Pierre, de ce bel exposé qui est aussi plein de promesses pour l'avenir. Et donc, on voit que dans nos disciplines, on avance finalement beaucoup ces dernières années sur nos maladies rares pour lesquelles on était assez démunis, que les dermatologues ont une place au centre de la prise en charge de ces patients, non seulement dans leur recherche, mais dans, comme tu l'as dit, dans leur diagnostic de lésions qui parfois ne sont pas très bien répertoriées ou caractérisées par des collègues compétents dans leur domaine, mais ça ne remplace pas l'œil du dermatologue. Merci à tous pour la participation à cette journée FIMARAD et j'espère qu'elle vous a convenu, que le programme, le choix des orateurs vous a appris, apporté quelque chose et en tous les cas, je crois, a mis en chantier pas mal de travail à faire dans les cas des groupes de travail, mais en même temps nous a permis de mieux comprendre de la part des associations des besoins, de la part des acteurs de la santé, des difficultés aussi, les MDPH, enfin, dans le suivi des patients, on a bien compris aussi leurs difficultés, montrant que tous, on a une volonté de vouloir améliorer cette prise en charge des patients et que dans la recherche, on avance beaucoup. Comme je l'ai dit ce matin, la prochaine journée filière sera le 26 novembre 2021. Mais je souhaiterais organiser avant cela et avant l'été prochain une autre réunion purement scientifique, c'est-à-dire qui permette de parler d'autres groupes de maladies ou de cela encore s'il y a des nouveautés. Les programmes sera décidé avec le comité scientifique de manière à être dans l'information, le partage d'informations au fil de l'eau aussi, parce que ça peut donner des idées aux uns et aux autres de prise en charge, de recherche et aussi de collaboration. Je te remercie pour les RCP d'avoir souligné l'importance des RCP parce que ça a été long et difficile à mettre en place et grâce à Rebecca, on a pu le faire et je pense que les RCP qui permettent les DPC aussi, c'est un plus à tous les niveaux. Et voilà, je vais dire au revoir à tout le monde. Ah bon, il faut que j'enlève mon masque. Bon, je vois Rebecca de loin. Je ne sais pas si elle me demande de mettre ou d'enlever mon masque, mais en tous les cas, bon, je l'enlève puisque je suis toute seule là. Et je vous souhaite un très très bon week-end. Toutes les suggestions par rapport à la journée filière, vous pouvez me les adresser pour améliorer cette journée ou des idées, des suggestions, elles sont toutes les bienvenues. Groupe de travail, n'oubliez pas de faire votre planning pour avancer avant la prochaine réunion COPIL. Et merci d'avoir participé à cette journée jusqu'à la fin de la journée. C'est toujours un peu épuisant ces congrès, finalement en visio. Je trouve beaucoup plus compliqué et difficile que quand on est en physique
pour animer ou discuter du travail que l'on a fait, notamment pour ce travail fait plus scientifique. Voilà, merci beaucoup et très bon week-end à tous.